Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakiza. Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel pour une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au menu ce soir, la Mauritanie au cœur de l'intérêt renouvelé de l'OTAN. Une réponse des tensions russo-occidentales au Sahel. Les assises nationales au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré, prolongé de 5 ans à la tête du Faso. Vous suivrez des réactions mitigées aux conclusions de ces assises nationales. Dans notre fait marquant de la semaine, les attentes des Tchadiens après l'investiture de Mahamat Idriss Déby Itno comme premier président de la 5e République, alors que l'opposition conteste les résultats électoraux. Autonomie énergétique pour la santé maternelle au Niger. L'énergie solaire illumine la maternité d'Oyantala à Niamey, offrant des soins ininterrompus aux femmes enceintes. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. Alors que la guerre en Ukraine continue, une nouvelle phase de ce conflit se déroule désormais au Sahel, opposant la Russie aux puissances occidentales avec la Mauritanie au cœur de ces tensions. Cette situation explique-t-il l'intérêt renouvelé de l'OTAN pour la Mauritanie comme une réponse à la montée en puissance de la Russie au Sahel? Notre correspondant a suivi la récente visite en Mauritanie de l'amiral Rob Bauer, président du comité militaire de l'OTAN, et a rencontré un spécialiste de la géostratégie qui tente d'apporter des réponses à cette question. Mohamed Diop. Dans le contexte d'une nouvelle guerre froide au Sahel entre la Russie et les Occidentaux, Moscou avance ses pions sur le continent. Les régimes militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger s'alignent de plus en plus avec Moscou. Al-Bukhari Mohamed Mouammel, colonel mauritanien à la retraite et spécialiste en géostratégie. Les pays occidentaux, notamment dirigés sous la pression de la France et aussi des États-Unis, tous se sont prononcés contre ce coup d'État. Et ils soutenaient les anciens régimes, à part le cas du Tchad. Bien entendu, les nouveaux occupants de la scène politique dans ces pays ont intérêt à s'allier avec l'ennemi de l'ennemi, qui n'est autre que la Russie. Donc c'est un peu ça, c'est le contexte qui fait ça. La Russie remplace les forces occidentales chassées de la région, comme au Niger, où les forces russes cohabitent avec celles américaines, désormais sur le départ. Al-Bukhari Mohamed Mouammel. La Russie ferme les yeux, c'est pas son problème. Son idéologie, ce n'est pas tout à fait la démocratie. Alors que l'Occident, il a fait son arme politique, c'est qu'il appelle la démocratie entre guillemets. Mais quand il s'agit de la guerre de Gaza, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de droit de l'homme du côté de l'Occident. Ça aussi, il faut le dire. Le G5 Sahel, soutenu par l'Occident contre le terrorisme, s'effondre, laissant place à une alliance des États du Sahel, bénie par Moscou. Lors d'une visite en Mauritanie, l'amiral Rob Bauer, le plus haut responsable de l'OTAN, avertit la nouvelle alliance. We're only concerned if that alliance or those nations. Nous restons indifférents des affaires de cette alliance, voire ces nations, sauf si elles causent des problèmes de sécurité à leurs voisins avec lesquels nous collaborons, ou à nous-mêmes. En ce moment-là, il ne s'agira pas de l'alliance en soi, mais des actes qu'elle pose. Ce qui ressemble à une reconfiguration des alliances impacte les relations régionales. La Mauritanie a organisé des exercices militaires à sa frontière avec le Mali après que Nouakchott a accusé l'armée malienne et ses alliés russes d'avoir poursuivi des hommes armés jusqu'en territoire mauritanien. L'OTAN cherche-t-elle depuis la Mauritanie à se repositionner au Sahel face à l'influence russe? En tout cas, la visite de l'amiral Bauer à Nouakchott a été très médiatisée. Al-Bukhari Mohamed Mouammel. Moi, je pense qu'il y a la possibilité de jouer sur plusieurs cartes. Être à la fois coopératif avec la Russie, mais en même temps
avec la Chine, avec les États-Unis, avec la Turquie. Je pense que la Mauritanie doit aller dans cette voie. Et même les pays du Sahel, ce qu'on a appelé l'Alliance des États du Sahel, ils n'excluent pas totalement cette alternative. Dans cette nouvelle dynamique au Sahel, les pays de la région tentent néanmoins de préserver leur cohésion. La Mauritanie et le Mali viennent de résoudre une crise frontalière par voie diplomatique. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott. Et nous sommes en ligne avec Mohamed Diop pour continuer la discussion. Mohamed, bonsoir. Bonsoir Eric. Alors, comment la population mauritanienne perçoit-elle l'influence croissante de la Russie dans la région, en particulier par rapport à l'héritage des relations avec les puissances occidentales? Écoutez, il est important de noter que la Mauritanie, ancienne colonie française, restait très réticente, s'agissant de la population, à toute présence militaire française sur son territoire, qu'elle associe à une forme de recolonisation. De même, elle perçoit la présence des forces occidentales dans d'autres pays du Sahel de la même manière. Ainsi, une présence militaire occidentale en Mauritanie serait difficilement acceptée, malgré une forte collaboration depuis 2012, il faut le rappeler, entre les armées mauritaniennes et françaises dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Les rumeurs concernant l'arrivée de soldats américains qui ont été sommés de quitter le Niger sont démenties par l'ancien colonel et chercheur en géostratégie, El Bukhari Mohamed Mohamed, qui intervient dans notre reportage. Ce contexte est exacerbé par un renforcement du sentiment anti-Occident en raison de la guerre à Gaza. Pour de nombreux Mauritaniens, l'Occident et les États-Unis en particulier sont perçus comme soutenant Israël. Et comment l'influence de la Russie est-elle perçue en Mauritanie? Comment l'influence de la Russie est-elle perçue en Mauritanie? Actuellement, au niveau de la frontière, il y a les populations qui dénoncent, qui ont fait beaucoup de dénonciations sur les réseaux sociaux et parfois appuyées par des vidéos qu'ils ont postées en ligne. Et c'est d'ailleurs ce qui a poussé le gouvernement mauritanien, et surtout qu'il y a eu des pertes humaines, à intervenir, à plutôt demander des explications au Mali, parce qu'en fait, il y a eu des pertes humaines sur la frontière parce qu'il accuse des forces maliennes appuyées par Wagner de traverser la frontière, de faire des incursions en territoire mauritanien. Alors, quel message clé l'amiral Boer a-t-il transmis aux autorités mauritaniennes concernant justement la coopération militaire et la sécurité régionale, ainsi que la position de l'OTAN face à la nouvelle alliance des États du Sahel soutenue par Moscou, et comment ces messages ont-ils été reçus par les responsables mauritaniens? Officiellement, l'OTAN veut maintenir et renforcer sa coopération avec la Mauritanie. Une coopération qui date de 3 décennies et qui couvre 6 axes, dont une concernant une formation actuelle des militaires mauritaniens jusqu'au mois d'août, pour faciliter leur réinsertion sociale une fois qu'ils quittent l'armée. Pour les autres domaines de coopération, l'amiral Rob Bauer ne veut pas les détailler, malgré notre insistance lors d'un entretien que j'ai eu moi-même avec lui. L'amiral refuse également de faire un lien entre sa visite en Mauritanie et la présence russe grandissante au Sahel. Mais paradoxalement, il dresse une ligne rouge que les pays de l'Alliance des États du Sahel, soutenus par Moscou, ne devraient surtout pas dépasser. En somme, l'amiral dit aux alliés russes du Sahel que l'OTAN ne permettra pas à l'Alliance soutenue par Moscou de menacer ses intérêts, les intérêts de l'Alliance, ou les intérêts de ses alliés dans la région. Mohamed Diop, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Nouakchott, en Mauritanie. Nous avons un commentaire d'un auditeur sur notre page Facebook, Kebe Ibrahima, qui dit: de toute façon, le Mali renforce sa frontière avec la Mauritanie. Le Sahel ne souhaite pas la présence de l'OTAN sur son territoire, étant donné que la Mauritanie est un acteur mineur dans la région et pourrait être manipulé par l'OTAN. C'est le point de vue de Kebe Ibrahima. Nous approfondissons la discussion avec Ahmedou Ould Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara, ancien fonctionnaire de l'ONU. Monsieur Abdallah, bonsoir. Bonsoir. Alors, dans quelle mesure la Mauritanie peut-elle tirer profit de sa position géostratégique
dans ce contexte de rivalité entre ces puissances mondiales et quelles sont les opportunités ou les risques qui en découlent? Merci beaucoup. Je pense que la question effectivement se pose, mais la meilleure position de la Mauritanie, comme de tout autre pays, est d'abord de consolider l'unité nationale, renforcer les institutions, lutter contre tout ce qui peut affaiblir ces institutions et dans la mesure où on ne peut pas séparer diplomatie de géographie, de savoir dans quel contexte régional notre pays se trouve, c'est-à-dire voisin de l'Algérie, du Mali, du Maroc et du Sénégal. Et aussi avec nos relations humaines dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique. Donc, en bref, réalisme et prudence parce que nous ne sommes plus à l'ère des idéologies. Elles ont pris fin, même si aujourd'hui, il y a des soubresauts ici ou là. Alors, vous êtes Mauritanien vous-même, vous connaissez très bien cette région. Quels sont les défis auxquels l'OTAN est confrontée dans sa tentative de réaffirmer son influence en Mauritanie et au Sahel, notamment face à la montée en puissance de la présence russe? Alors, je pense personnellement que l'OTAN a des relations anciennes avec la région, en particulier la Mauritanie, assisté comme observateur depuis de nombreuses années à certaines réunions. Alors, aujourd'hui, la question est beaucoup plus sensible parce que les deux principales présences militaires occidentales, donc de l'OTAN, la France et les États-Unis, sont en difficulté, particulièrement dans les trois pays, Burkina, Mali et Niger. La situation est extrêmement difficile parce qu'il y a eu des contraintes, pratiquement, on peut parler d'expulsion. Je ne pense pas que la Mauritanie, par sa tendance politique, sa culture, soit dans cette mouvance de défis qui peuvent avoir des conséquences sérieuses pour tout le monde. Et surtout, j'espère, comme d'ailleurs les trois que je viens de citer, Mali, Burkina, Niger, ne peuvent pas oublier le contexte global dans lequel on se trouve, la crise profonde, structurelle au Soudan, celle de Libye qui dure depuis 2012, le Soudan, c'est depuis 1 an et quelques mois. Il faut tenir compte de ça et penser non pas idéologie, sentiment personnel, mais l'intérêt structurel des pays, des populations qui ont énormément de difficultés dans des gestions très contestées à cause de la corruption, du népotisme et, pour le dire franchement, du tribalisme, d'où beaucoup de mouvements migratoires du Sahel vers l'Europe et même vers les États-Unis. Donc, en tout, ne jamais oublier la réalité et donc, comme on dit en Mauritanie, connaître son poids et ne pas l'atteindre. Donc, rester toujours dans un milieu qu'on peut contrôler. Très brièvement, dans un contexte de compétition croissante entre les grandes puissances pour étendre leur influence au Sahel, quel rôle la Mauritanie peut-elle jouer pour préserver sa propre sécurité et la stabilité régionale? Très bonne question aussi pour moi. Je pense que les grandes puissances, en particulier les démocraties occidentales, doivent payer une très grande attention à l'influence des réseaux sociaux. Nous ne sommes plus durant la guerre froide, nous ne sommes plus même post-guerre froide. Les populations les plus reculées, les plus marginalisées, les plus rurales sont informées grâce à des radios, des moyens de communication comme la vôtre et d'autres, et grâce aux réseaux sociaux. On ne peut plus gérer les populations du Sahel comme durant la guerre froide. Même si les gouvernements veulent s'allier avec tel ou tel pays, les populations n'acceptent plus les contradictions des grandes démocraties. Les grandes démocraties doivent faire très attention à
à ce problème et en particulier à une politique cohérente. On ne peut plus utiliser de poids et de mesures parce que les gens sont informés. Soutenir l'Ukraine, mais ne pas soutenir tel ou tel autre pays envahi est très dangereux pour la démocratie et la liberté et les relations avec l'Occident. En quelques secondes, monsieur Ould Abdallah, il y en a qui parlent déjà de guerre froide. Est-il exagéré de parler d'une nouvelle guerre froide au Sahel entre la Russie et l'Occident, ou ce constat est-il justifié? Je pense qu'il n'y a pas de guerre froide encore. Il y a des contradictions des pays occidentaux dans le Sahel et la réaction des populations, même si elles ne sont pas consultées dans le Sahel, et de certains gouvernements, est de dire non. Donc, moi, à mon avis, la balle est dans le camp de mes amis des démocraties occidentales de faire attention aux politiques de deux poids et deux mesures. Merci beaucoup, monsieur Ahmed Ould Abdallah. Vous êtes directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara, ancien fonctionnaire de l'ONU. Nous reviendrons très souvent sur ces questions qui intéressent la sous-région. Merci beaucoup de votre expertise et de votre temps. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Au Burkina Faso, les assises nationales tenues samedi dernier à Ouagadougou, la capitale de Burkinabé, ont entériné la prolongation au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré pour 5 ans. En plus de cette décision, plusieurs autres points de conclusion ont été adoptés par les participants. Depuis Ouagadougou, Gilles Dasda, l'un de nos correspondants, a rencontré diverses personnalités pour recueillir leurs analyses sur les conclusions de ces assises. Suivez. 5 ans de plus pour Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso. C'est l'une des conclusions des assises nationales tenues le week-end dernier. De quoi ravir les mouvements pro-IB, encore appelés les Wayiyans. Lassane Sawadogo, coordonnateur du mouvement La France doit partir. Nous, à notre niveau, on avait demandé 10 ans de prolongation. Mais, en réalité, avec certains articles de la charte de la transition adoptée et aussi l'adoption à ce que le président du Faso puisse se présenter à l'élection présidentielle à venir, étant toujours militaire, ceci nous a rendus heureux et ça m'a donné la certitude que nous pouvons vaincre le terrorisme au Burkina Faso parce que le peuple a pris conscience que nous ne pouvons plus rester dans la domination impérialiste. Ce quinquennat de plus pour le capitaine Ibrahim Traoré à compter des Juillet prochains s'explique par une raison clé que Labidi Naba, un des responsables de la coordination nationale de la veille citoyenne et participant aux assises, nous explique. Pour celui qui est au Burkina Faso, pour celui qui est épris justement de la volonté de ce que nous luttions efficacement contre le terrorisme, ne peut même pas s'imaginer que la dynamique qui est enclenchée soit arrêtée dans 3 années, 5 années. C'est le strict minimum acceptable pour que la dynamique qui est enclenchée puisse justement avoir des fruits. En plus des 5 ans, le président du Faso et d'autres autorités administratives pourront se présenter aux prochaines élections. Ces conclusions ne sont pas du goût de l'analyste politique Adama Bayala. Les conclusions telles que présentées sont l'émanation de la volonté du régime en place et de ses partisans. Le président de la transition a une prolongation de 5 ans. Je ne comprends pas bien que la prolongation soit multiplié par 3 fois, 4 fois le mandat qui lui avait été confié de façon consensuelle. Adama Bayala pointe aussi du doigt la possibilité pour le président de se présenter aux élections futures. C'est son droit.
C'est son droit le plus absolu. Il y a un tourloupe, il y a du péri, ce n'est pas ce qui avait été annoncé. Reste à se poser la question de savoir si cette posture ne va pas déclencher une avalanche de frustration, de protestation, de tension dans ce pays. Les assises ont aussi entériné la création d'un nouvel organe, le CORAG, chargé de définir et contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du pays. À noter, certains partis politiques et organisations de la société civile ont refusé de prendre part à ces assises. Gildas Da, Ouagadougou, VOA Afrique. Mahamat Idriss Déby Itno a officiellement prêté serment jeudi dernier au Tchad, devenant ainsi le tout premier président de la 5e République. Le même jour, un nouveau Premier ministre a été désigné et lundi, ce dernier a dévoilé la composition de son gouvernement, largement composé de fidèles du président Déby, reconduits à leur poste. Malgré cela, lors de son investiture, le président s'est engagé à œuvrer sans relâche pour l'unité du peuple tchadien. Cependant, l'ancien Premier ministre, Dr Succès Masra, arrivé deuxième lors de l'élection, conteste toujours les résultats. Il a démissionné à la veille de l'investiture et refuse d'y participer. C'est notre fait marquant de la semaine que nous abordons avec Armand Gambaye, journaliste, observateur de la scène politique. Armand, bonsoir. Armand, vous m'entendez? Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, très rapidement, comment l'opinion publique tchadienne perçoit-elle cette investiture de Mahamat Idriss Déby Itno en tant que premier président de la 5e République, étant donné la continuité observée dans la composition du gouvernement avec des fidèles du président précédent? Quelles sont les attentes? Bien, il faut dire simplement que cette investiture a été suivie par deux grandes tendances. La tendance donc des partisans du président élu qui considèrent que c'est le lieu de la consécration et en même temps de l'entame de la mise en œuvre du programme, tandis que l'autre camp qui considère aussi que pour lui c'est peut-être un non-événement et qu'il va falloir attendre au pied du mur pour voir quelle sera la différence, parce que cette tendance estime que c'est toujours la reprise de ce qui a été dit il y a plusieurs années. Donc en fait voilà les deux tendances qui ont certainement assisté à cette investiture et qui ont observé aussi cette investiture qui vient de se dérouler. Les attentes des Tchadiens? Mais les attentes dans les deux camps sont les mêmes, c'est que c'est le besoin de changement, c'est le besoin d'amélioration des conditions de vie, repris dans les objectifs du développement durable, la question de l'eau, la question de l'électricité, la question de l'habitat, la question de la sécurité alimentaire. Et donc, unanimement, je dirais que dans les deux cas, les attentes sont les mêmes. Ce sont les attentes de changement, ce sont les attentes d'amélioration, ce sont les attentes d'espace de développement des infrastructures et surtout de développement aussi d'une agriculture, vraiment, je dirais, d'un agroalimentaire qui répond aux attentes du peuple et aussi les questions de santé. En quelques secondes, Armand, quel est le sentiment général parmi les Tchadiens concernant l'engagement du nouveau président à travailler pour l'unité du pays malgré les contestations persistantes et des résultats électoraux? Il faut le signaler, des contestations passives par le candidat arrivé deuxième, Dr Succès Masra. En fait, il faut dire simplement qu'aujourd'hui, le seul paramètre qui reste, qui peut permettre, donc une fois de plus, de reconvertir ou de considérer les options, c'est simplement la mise en œuvre du programme politique. Donc, il y a toujours ceux qui, aujourd'hui, restent sceptiques parce qu'ils estiment que les mêmes choses ont été dites. Et il y a la tendance, le camp qui croit que Mahamat incarne un début de changement, incarne l'homme du dialogue, incarne l'homme qui peut amener vers la mise en œuvre effective de ce programme. Aujourd'hui, avec la formation de ce gouvernement qui est constitué de 35 membres et dont 22 reviennent de l'ancien gouvernement, certains sont un peu restés sur leur soif, mais il faut dire qu'il y a deux options. L'option de partir avec des hommes de confiance ou l'option de prendre le risque d'aller avec des hommes neufs, tout en se disant que c'est un risque à partager. Donc je crois que le président Mahamat a choisi la première option.
et il y a 7 nouvelles personnes qui ont été injectées dans le gouvernement. Nous allons donc observer les mois qui arrivent, mais pour la coalition, dans tous les cas, il est impératif de mettre en œuvre, n'est-ce pas, le programme qui a été défendu pendant la campagne. Merci beaucoup, Arma Gambay. Vous êtes journaliste et observateur de la scène politique. Merci de toutes vos explications. Au Niger, l'électricité demeure un défi majeur avec une production nationale insuffisante pour répondre aux besoins croissants. Les coupures fréquentes affectent gravement divers secteurs, notamment la santé où l'accès à l'électricité est vital. Pour pallier ce problème, des centres de santé comme la maternité Yantala à Niamey ont opté pour des solutions durables en installant des centrales solaires photovoltaïques. C'est un reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa. Nous sommes à la maternité de Yantala, une des plus fréquentées par les populations du premier arrondissement communal de la ville de Niamey. Elle enregistre par jour une quinzaine d'accouchements, plus de 100 femmes pour des soins de leurs nourrissons. Entre 60 et 80 autres viennent pour des consultations prénatales. Mais comme beaucoup de structures, elle subit régulièrement les interruptions d'électricité en cette période de forte chaleur. Situation compliquée cette année par les sanctions imposées au Niger après le coup d'État militaire. On a vu la fréquentation diminuer. Pourquoi? À cause de la longue attente et de la chaleur dans les différents halls d'attente quand il y a coupure. Les agents de santé sont obligés d'utiliser des fois leur portable si jamais il n'est pas déchargé pour faire les accouchements et les prestations avec. De pareilles scènes ne seront désormais plus que des souvenirs. Depuis le 13 mai 2024, en effet, l'électricité est disponible de façon permanente dans cette maternité grâce à une mini-centrale photovoltaïque de 18 kW installée par le ministère en charge de l'énergie. Les hôpitaux et les maternités sont des structures stratégiques et sensibles, peu génératrices de recettes propres et donc les activités sont très tributaires de la disponibilité énergétique. Leur performance et leur crédibilité dépendent en partie d'une garantie de la continuité du service qui, à son tour, est assujetti à la disponibilité électrique. Cette autonomie énergétique de la maternité de Yantala améliorera les conditions de travail et les indicateurs sanitaires selon le ministre en charge de la santé publique. Il y aura certainement un impact positif sur la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Au grand bonheur des femmes qui la fréquentent, le travail sera donc en continu dans de meilleures conditions à la maternité de Yantala. J'ai les sourires jusqu'aux lèvres. Regardez mes collaboratrices. Des fois, on n'a même pas besoin de mots pour remercier. L'électrification solaire de la maternité de Yantala est faite à titre pilote dans le cadre d'un projet d'électrification décentralisé à grande échelle de structures et bâtiments jugés sensibles et ou stratégiques. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique. C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue. Enfin, je tiens à saluer le travail de nos correspondants qui se sont surpassés pour vous apporter ces nouvelles de la région. Eric Manirakiza était avec vous au micro. Lionel Lunanila Gahima et Trésor Matondo ont assuré la réalisation et la mise en onde. La production également. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à très bientôt. C'était Focus Sahel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète.
Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus. Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.